Salut à tous, après avoir passé un mois avec, je vais vous dire ce que j'ai pensé de l'iPhone 14 Pro et par extension du 14 Pro Max puisque c'est exactement le même avec simplement un plus grand écran et une plus grosse batterie. Vous donnez mon avis bien après tout le monde, après vraiment un mois d'utilisation de cet iPhone 14 Pro, c'était vraiment important puisque j'ai pas forcément le même avis sur les nouveautés que ce que je pouvais avoir au tout début dans l'euphorie de la découverte après quelques jours d'utilisation. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Globalement, on a deux secteurs qui ont vraiment évolué sur cet iPhone 14 Pro par rapport au 13 Pro de l'an passé. On a pas mal de changements en photo et en vidéo, et également au niveau de l'écran avec l'apparition du mode Always On, et bien évidemment l'encoche et ses animations logicielles. Alors que jusqu'à maintenant, sur iOS, les alertes apparaissaient sous différentes formes, tailles et endroits de l'écran, au milieu, en haut, en bas, ça commençait à perdre en cohérence. Là, avec ce nouveau système, peu importe le type d'alerte, tout se retrouve au même endroit avec des animations fluides. C'est super bien fichu. Ça ne vient pas empiéter sur le reste de l'écran et en restant appuyé sur certaines, on a un menu d'accès rapide avec lequel on peut interagir sans forcément ouvrir l'application concernée. Aujourd'hui, ça fonctionne majoritairement avec les applications Apple, mais les développeurs peuvent s'en servir. Par exemple, lorsque j'écoute de la musique avec Spotify, iOS affiche une forme d'onde et la pochette de l'album à l'intérieur, et je peux ensuite, d'un appui, ouvrir l'application, ou alors si je reste appuyé quelques instants, on a un widget de contrôle rapide. C'est super pratique et Apple a vraiment fait un magnifique travail sur les animations. L'encoche pouvait être un défaut de l'iPhone les années passées, c'est maintenant un de ses points forts, et ça uniquement avec du logiciel et une bonne idée, c'est vachement bien joué. Quand deux applications utilisent ce nouveau système d'affichage, elles s'affichent côte à côte comme ceci, et on peut appuyer dessus pour ouvrir l'application, donc on a une sorte de multitâche, ce qui n'empêche pas, même quand on en a deux, d'interagir en restant longuement appuyé. Donc c'est très sympa, Apple l'a magnifiquement intégré à iOS, les animations sont excellentes, vraiment, mais comme à chaque fois qu'il y a un gros changement dans iOS ou dans l'iPhone de manière générale, j'ai un petit peu peur que ça prenne du temps avant que les développeurs n'en tirent vraiment parti à fond et intelligemment. Pour l'instant, c'est beaucoup plus souvent agréable que réellement utile. Le minuteur, par exemple, dont on peut suivre en temps réel l'avancée, c'est cool, mais lorsque je lance un minuteur, ensuite, je verrouille mon iPhone et je suis l'avancée sur l'écran verrouillé de l'iPhone. Pareil pour l'animation pendant une conversation téléphonique, elle est super, vraiment, mais jamais je ne regarde ça en téléphonant. J'ai plein d'exemples comme ça, donc ce sera sans doute bien mieux d'ici 6 mois, 1 an, une fois que les développeurs auront vraiment eu le temps de s'y habituer, mais c'est pour ça que je vous dis que ça sert à rien aujourd'hui de se précipiter dessus en pensant que ça va immédiatement être incroyable. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus souvent cool qu'utile. Sinon, si vous vous posiez la question, en lecture vidéo ce n'est pas gênant, sauf lorsqu'elle est en plein écran, puisque par rapport à l'encoche qui était située plus haute, là on y prête beaucoup plus attention, c'est le désavantage. Dans les jeux aussi, ça masque une partie de l'image, et ça par contre ça peut être perturbant dans certains où l'on doit réagir rapidement à des situations. Et enfin, en interagissant avec l'interface dynamique, on se retrouve à mettre plein de traces de doigts sur la caméra selfie située au même endroit. Il n'y avait pas de solution miracle pour que ce soit parfait tout ça. Ensuite, des années et des années après tous les constructeurs Android, Apple profite enfin de l'écran OLED pour nous proposer un mode Always On, c'est-à-dire permettre de constamment voir l'heure, ses notifications, des widgets, même lorsque l'écran est verrouillé. Donc super, franchement il était temps, mais Apple, c'est Apple, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire ça à leur manière. Par rapport à Android, où les pixels sont éteints grâce à l'OLED et où l'écran est donc parfaitement noir autour des informations d'heures, de météo, de notifications, etc., eh bien l'iPhone 14 Pro, lui, diminue la luminosité et le rafraîchissement de l'écran au plus bas possible, mais l'écran reste entièrement allumé et conserve les couleurs du fond d'écran. Du coup, c'est un entre-deux un petit peu étrange puisque l'écran reste tout de même suffisamment allumé pour que, par exemple, lorsque l'iPhone est posé à côté de moi sur mon bureau, j'ai parfois l'impression que j'ai oublié de le verrouiller ou alors que je viens de recevoir quelque chose
alors que non, et même après un mois d'utilisation, ça me donne encore cette sensation. Heureusement, la luminosité de ce mode Always On s'adapte en fonction de la luminosité ambiante, et si vous dormez avec votre iPhone comme radio réveil sur votre table de chevet par exemple, ça ne gênera pas pendant votre sommeil puisque la luminosité descend extrêmement bas et remonte lorsqu'il y a de la lumière, sachant qu'en mode repos, en plus de ça, ça éteint totalement l'écran de l'iPhone. Et sinon, si vous préférez le look du mode Always On à la Android, eh bien, petite astuce que je vous donne, vous configurez un mode de concentration et dans les options, vous cochez l'option qui s'appelle Assombrir l'écran verrouillé. Ensuite, vous aurez trois possibilités, soit l'Always On classique avec le fond d'écran visible, soit justement vous activez ce mode de concentration et vous aurez le mode Always On façon Android en noir et blanc, ou alors, si vous ne souhaitez carrément pas utiliser le mode Always On, c'est possible, ici dans les réglages, vous pouvez le décocher et en verrouillant votre iPhone, vous aurez simplement un écran noir. Donc voilà comment il fonctionne ce mode Always On. Après, à vous de voir si vous trouvez que c'est une nouveauté intéressante ou non. En tout cas, sachez que si vous l'avez configuré dans le mode avec le fond d'écran visible, l'écran allumé, tout ça, bah forcément, ça consomme un petit peu plus de batterie que si on ne l'avait pas. Regardez, en laissant mon iPhone dans le noir sans y toucher et en plus de ça en mode avion, au bout de 7 heures, j'avais perdu plus de 10% de batterie, ce qui est beaucoup. C'est un mode qui consomme vraiment. Heureusement, Apple a quand même plutôt bien fait les choses au niveau du logiciel puisque l'iPhone est capable de repérer s'il est glissé dans votre poche et à ce moment-là, il désactive totalement le mode Always On, vous avez un écran éteint. Et même chose, si vous portez une Apple Watch au poignet et que vous vous éloignez de votre iPhone, bah, il s'en rend compte et désactive totalement le mode Always On, reste encore une fois avec un écran noir pour économiser de la batterie. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir. C'est pas aussi personnalisable que sur Android, ça c'est sûr. Peut-être que ça viendra avec le temps, mais c'est une nouveauté qu'en tout cas moi je trouve intéressante et qu'on attendait depuis longtemps. Ça fera plaisir à ceux qui en avaient besoin. Autre nouveauté, mais que je testerai pas, hein. Désolé, je tiens à la vie. Les iPhone 14 et 14 Pro ont de nouveaux capteurs à l'intérieur, utilisent l'accéléromètre et les micros pour détecter un éventuel accident, notamment en voiture. À ce moment-là, un message d'alerte apparaît à l'écran et si tout va bien, eh ben, tant mieux, mais si on ne confirme pas que c'est le cas, eh bien l'iPhone va automatiquement prévenir les secours, donc pas mal du tout comme nouveauté ça. Et si c'est votre iPhone que vous voulez protéger des accidents, que ce soit des gros chocs ou même juste une chute toute bête s'il vous échappe des mains sur le béton ou chez vous sur du carrelage par exemple, on sait que ça ne pardonne pas, mais justement avec la coque Bounce de mon sponsor Casetify que j'ai sur mon iPhone, il est intact, le dos comme l'écran. Sur leur site internet, vous trouverez 3 types de coques. Le modèle Impact qui résiste également au choc mais qui est plus discret que les coques Ultra Impact et Bounce. Si votre smartphone risque d'être abîmé dans votre métier par exemple, ces coques sont la solution idéale. Avec un film de protection sur l'écran et en chutant de plusieurs mètres, ça protège efficacement, là où un smartphone nu qui ferait la même chute serait complètement détruit comme vous le voyez sur celui-ci qui n'a pas résisté. Si vous voulez personnaliser votre coque, vous pouvez le faire sur le site de Casetify, et sinon peut-être que les collections qui sont sans cesse renouvelées avec des nouveautés vous plairont. En passant par le lien en description de vidéo et avec mon code promo, vous avez 15% de réduction, donc profitez-en, et merci à eux de sponsoriser cette vidéo et de me permettre de tester les nouveaux iPhones en toute indépendance en vous disant honnêtement ce que j'en pense. En photo, on a la plus grosse évolution que l'on ait jamais eue sur l'iPhone ces dernières années, puisque l'on passe de 12 à 48 millions de pixels sur un capteur principal encore plus gros que l'an passé. Alors très bien, ça fait joli sur la fiche de spec, mais dans la réalité, est-ce que la différence avec les 12 millions de pixels de l'iPhone 13 Pro se voit? Eh ben, oui et non, mais majoritairement non. En tout cas, pas pour les photos que vous allez partager sur les réseaux sociaux et qui vont être compressées. Vous le voyez très bien sur ces comparatifs, si je ne vous avais pas dit lequel est l'iPhone 13 Pro et lequel le 14 Pro, vous n'auriez jamais su faire la différence. Par contre, si vous avez l'intention de zoomer dans vos photos pour les recadrer, ou alors si c'est pour faire des tirages en les imprimant, là, oui, les 48 millions de pixels de l'iPhone 14 Pro sont clairement un avantage et on verra la différence.
C'est d'ailleurs cette résolution supplémentaire de 48 millions de pixels qui ont permis à Apple de proposer une option x2 dans l'interface de l'appareil photo. Un zoom purement logiciel dans le capteur principal, mais assez convaincant. Là, pour le coup, comparé à l'iPhone 13 Pro, on voit clairement la différence. Le zoom numérique de l'iPhone 14 Pro est parfaitement exploitable, je trouve, en tout cas suffisamment net pour de la photo amateur, là où sur le 13 Pro, les zooms numériques sont à éviter sur un capteur de cette taille avec bien moins de mégapixels. Bien évidemment, c'est pas aussi bon que si on avait eu une optique qui nous aurait donné cet équivalent 48 mm, là on l'obtient en zoomant numériquement, mais je dois bien avouer que j'ai été agréablement surpris, c'est convaincant. Ensuite, parmi les autres changements importants par rapport à l'iPhone 13 Pro de l'an passé, par exemple, la longueur focale du capteur principal a changé. De 26 mm sur le 13 Pro, on passe à 24 mm sur le 14 Pro, donc c'est légèrement plus large, mais surtout la distance de mise au point minimum recule en passant de 15 à 20 cm. Ces deux changements combinés font qu'avec l'iPhone 14 Pro, on ne peut plus s'approcher aussi proche qu'avant avec le capteur principal, avant que l'on passe automatiquement en mode macro sur l'ultra grand angle, qui, lui, malheureusement, est nettement moins bon. Par exemple, moi qui scanne souvent des documents avec l'iPhone, eh bien sur le 14 Pro, le centre est bien net, mais ce n'est plus le cas dès que l'on s'en éloigne. Les bords de l'image sont parfaitement nets sur le 13 Pro, pas sur le 14 Pro. Voilà, donc je voulais vous pointer cette petite imperfection qui parfois peut être dérangeante, mais à part ça, ce module photo principal, il est excellent. Comme le capteur est encore plus grand que l'année passée, on a plus de bokeh naturel. Par rapport à l'iPhone 13 Pro, c'est léger, mais c'est présent. Sans utiliser le mode portrait, on a des résultats très sympas. On profite aussi toujours du mode ProRAW qui permet de nous donner plus de latitude en post-production pour traiter nos images. Ça reste une exclusivité des modèles Pro chez Apple et c'est super agréable de s'en servir, parfois c'est même indispensable pour obtenir certains résultats. Par contre, il faut garder en tête qu'en l'utilisant et en prenant des photos de 48 millions de pixels, bah forcément la taille des fichiers est énorme et que ça prend vite beaucoup d'espace de stockage sur l'iPhone. Le temps de traitement des photos est également plus long. Vous ne pouvez pas enchaîner la prise de photos en 48 millions de pixels aussi rapidement qu'en 12. Donc voilà, à vous de voir si vous en avez vraiment besoin ou pas, parce que ça ne convient clairement pas à toutes les situations. D'ailleurs, par défaut, l'iPhone prend des photos de 12 millions de pixels, pas 48. Apple utilise ce qu'on appelle du pixel binning. On combine 4 pixels en un gros pixel, et ainsi les photosites réunis sont plus grands, captent donc plus de lumière. Le traitement pour supprimer le bruit est donc moins poussé, on a des photos plus détaillées en basse lumière, et le mode nuit n'a pas non plus besoin de faire une pause aussi longue qu'avec le 13 Pro. Ça aide à figer les mouvements, et à main levée, on peut avoir des résultats absolument spectaculaires pour un smartphone, meilleurs que ce que pourrait même faire un boîtier photo sans l'aide d'un trépied. On a donc une légère amélioration dans des conditions compliquées, mais qui n'est pas toujours flagrante. Le grand angle du 13 Pro était déjà très convaincant de nuit. L'évolution de ce 14 Pro est bien plus flagrante sur l'ultra grand angle. L'optique qui ouvre nettement plus grand que l'an passé laisse passer plus de lumière, et la réduction de bruit est moins agressive, ce qui laisse plus de détails dans l'image. Les couleurs sont meilleures également, bref là pour le coup c'est vraiment mieux que sur le 13 Pro. Par contre, de jour, toujours sur cet ultra grand angle, à moins de zoomer à fond dans l'image pour chercher à trouver des différences, rien de bien significatif. Par rapport à l'iPhone 13 Pro, c'est quasi identique lorsque l'on a une bonne lumière. Et pour finir avec cet ultra grand angle, il permet toujours de faire de la photo macro, ce qui est bien sympa de temps en temps lorsque le sujet s'y prête bien et ce qui reste une exclusivité des modèles Pro chez les iPhones. Et enfin, le dernier module avec le téléobjectif, lui, il n'évolue pas du tout. C'est toujours la même taille de capteur, la même longueur focale, la même ouverture et toujours 12 millions de pixels. Alors cet équivalent 77 mm, il est toujours convaincant, mais comme l'ultra grand angle, on sent bien qu'il est moins bon que le capteur principal. Ça reste tout de même bien pratique pour jouer avec la compression optique et obtenir des perspectives différentes pour nos clichés, mais j'aurais surtout aimé qu'on aille plus loin que x3. L'iPhone reste l'un des tout meilleurs smartphones pour faire de la photo, mais maintenant qu'on voit des concurrents sous Android proposer des zooms x4 ou x5 qui sont excellents, eh bien il serait temps qu'Apple s'y mette aussi et nous propose une vraie longue focale.
Là, l'ultra grand angle, le grand angle, le faux x2 et le x3, c'est bien, mais sur un smartphone qui approche les 1500 € tout de même, j'aurais aimé ne pas devoir attendre un an de plus pour certainement en profiter sur un éventuel iPhone 15. Cette année, les améliorations en photo ne s'arrêtent pas au module arrière. Apple a aussi amélioré la caméra selfie de l'iPhone 14 Pro, et ça fait plaisir. Elle évolue enfin, et on voit une belle différence de piqué sur les clichés en plein jour, de meilleures couleurs également, ce qui se remarque encore plus de nuit. Mais surtout, on a enfin un autofocus lorsque l'on enregistre avec, ce qui fait que vous allez pouvoir approcher des objets très proches de la caméra, ils seront focus, contrairement à l'iPhone 13 Pro qui n'en est pas capable. Donc pour de la visio, ça peut être extrêmement pratique, ou alors si vous créez du contenu sur les réseaux sociaux. En vidéo maintenant, on a toujours cette excellente stabilisation, ce qui fait que l'on peut très bien marcher avec l'iPhone à bout de bras sans forcément faire attention à ce que l'on fait, et que ça reste parfaitement stable, c'est excellent. Et accompagné de cette qualité d'image qui est vraiment très bonne pour un smartphone, c'est super. En photo, on peut avoir des débats avec la concurrence qui est excellente, mais en vidéo, pour moi, c'est clair et net, l'iPhone reste le meilleur smartphone dans ce domaine. Le x3, là, pour le coup, en vidéo, c'est assez bien qu'il n'aille pas jusqu'à x4 ou x5, parce que c'est plus simple de le stabiliser, et il est pas mauvais du tout. Ça permet de varier avec le résultat que donne le grand angle, puisque là, on a une beaucoup plus grosse compression optique. La bonne surprise que j'ai eue sur cet iPhone 14 Pro en filmant, c'est qu'on peut le faire plus longuement que par le passé, en plein soleil, avant que la luminosité de l'écran ne diminue pour prévenir de la surchauffe. La nouvelle puce A16 avec une gravure plus fine, le système de dissipation de la chaleur amélioré également fait que c'est mieux que sur le 13 Pro, et ça fait plaisir parce que l'iPhone, c'est l'appareil photo et la caméra parfaite pour les vacances. Malgré tout, vous me connaissez, je pouvais pas vous dire que tout est génial. Il y a encore 2-3 trucs qui me dérangent un peu. Déjà, les flares. Ça fait des années qu'on en a partout, que ce soit de nuit avec de la lumière ou en pleine journée avec le soleil qui frappe fort. En photo, l'iPhone est capable de gérer ça. Regardez, cet exemple le prouve très bien. On a un petit flare et en prenant la photo, il est automatiquement supprimé par le logiciel, chose malheureusement impossible en vidéo. Alors c'est pas un problème qu'on a que sur les iPhones, hein. Globalement, pour tous les constructeurs de smartphones, trouver un bon traitement optique qui permette de limiter ce phénomène, c'est pas évident du tout. Chez Samsung aussi, on retrouve des flares, mais globalement, c'est quand même sur l'iPhone que je trouve ça le plus souvent problématique. Toujours en vidéo, comme l'an passé sur le 13 Pro, on peut filmer en ProRes, un format d'image moins compressé, mais qui prend énormément de place. On parle de plusieurs gigas d'espace de stockage pour quelques minutes de vidéo. Et ajoutez à ça les photos en 48 millions de pixels qui, je vous le disais tout à l'heure, prennent elles aussi beaucoup d'espace. Et Apple se dit que c'était pas grave et s'est tout de même obstiné avec son port Lightning en USB 2, ce qui fait que ça prend une éternité à transférer sur un ordinateur. Je demande même pas forcément de l'USB type C, puisqu'on a bien compris qu'à moins d'y être obligé légalement sur l'iPhone 15, Apple ne le fera pas. Mais je sais pas, il me semble bien me souvenir que l'iPad Pro, avant de passer en USB type C, il avait de l'USB 3, et c'était en 2015-2016 ? On est en 2022, de l'USB 2, merde quoi. Alors vous me direz, on a AirDrop. Oui, sauf que lorsqu'on a des dizaines de photos et de vidéos à transférer, c'est toujours pas très rapide, ça prend énormément de temps. Et pendant ce temps, si l'iPhone se met en veille ou que vous recevez une notification, un coup de fil, il y a une chance sur 2 que ça fasse bugger le transfert. Donc non, vraiment, il n'y a toujours pas de bonne solution pour transférer de gros fichiers sur l'iPhone. Et le Lightning, en l'état, il y en a vraiment ras-le-bol. Et enfin, dans ce que j'aimerais voir changer pour la vidéo, un mode manuel, ce serait super. J'aimerais pouvoir par exemple figer ma balance des blancs pour qu'elle ne change pas automatiquement dans un plan alors que la lumière est identique. La vidéo 8K par contre, si c'est vrai qu'avec 48 millions de pixels, ça aurait été possible cette année, c'est pas une absence que je regrette. On l'a bien vu chez tous les constructeurs Android qui l'ont proposé, la qualité d'image, la stabilisation est nettement moins bonne qu'en 4K, au final la 8K
Personne n'en s'en sert sur smartphone, donc qu'Apple prenne son temps pour peaufiner les choses et nous proposer quelque chose de bien abouti une fois qu'ils le sentiront, ça me va parfaitement. À la place, ce qu'ils ont choisi d'apporter en vidéo comme nouveauté, c'est l'apparition d'un mode action. Il va cropper dans l'image pour apporter une stabilisation supplémentaire, ce qui fait que l'on ne sera plus en 4K mais en 2,8K. J'ai évidemment testé ça et voilà le résultat. À gauche, un iPhone 14 Pro Max en 4K classique sans le mode action activé et à droite, le 14 Pro avec le mode action activé en 2,8K. Vous voyez que même en courant, ça fait très peu de différence tant la stabilisation classique de l'iPhone est excellente avec un capteur principal encore mieux stabilisé mécaniquement que les années précédentes. En passant sur l'ultra grand angle qui lui a uniquement une stabilisation électronique et non mécanique de son capteur, je m'attendais à que la différence soit plus flagrante qu'avec le grand angle, mais vous voyez le résultat comme moi, j'ai encore l'impression qu'il y a très peu de différence. Et la perte de qualité et de définition d'image due au passage dans ce mode action ne vaut pour moi pas le coup par rapport à la 4K classique, encore une fois très bien stabilisée sur cet iPhone 14 Pro. Ce mode action, je trouve donc qu'il ne sert quasiment à rien, surtout qu'il n'est pas utilisable dans toutes les conditions, puisque vous voyez ici qu'on m'indique à l'écran que je manque de lumière, alors que je me trouve pourtant en pleine journée, en extérieur, le ciel est simplement un petit peu couvert. Donc voilà, il faut savoir que ce mode action, il ne fonctionnera pas systématiquement de façon optimale. Par exemple, en intérieur, à chaque fois, on m'a indiqué que ça manquait de lumière, comme ici, en extérieur pourtant, alors que la luminosité est bonne. C'est donc un mode qui est très intéressant sur le papier, mais dans la réalité, je ne vais jamais l'utiliser et simplement profiter de l'excellente stabilisation de l'iPhone. Et enfin, en vidéo, le mode portrait, qu'Apple appelle le mode cinématique, fonctionne à présent en 4K à 25 images par seconde, alors qu'il était l'année dernière limité à de la Full HD 30 images par seconde, ce qui n'avait absolument rien de cinématique. Mais voilà le résultat qu'on obtient cette année. Je trouve encore que c'est très perfectible. Sur un sujet fixe, pas trop proche de la caméra, ça peut faire illusion certaines fois, mais dès qu'il y a un petit peu de mouvement, pour moi, c'est non. Vous voyez que ça fait encore très artificiel avec un espèce de halo de lumière autour du sujet, je ne l'utiliserai encore jamais. Donc voilà, c'est pas des nouveautés incroyables que l'on a en photo et en vidéo. Apple s'est contenté de peaufiner ce qu'ils nous ont livré pour la première fois l'année dernière sur le 13 Pro, à savoir le grand angle, l'ultra grand angle et le x3, le téléobjectif. Mais les améliorations qu'on a sont quand même intéressantes. Le 48 millions de pixels, je vous ai montré que dans certaines circonstances, il a son importance. La caméra selfie, elle aussi, a été sacrément améliorée, ça fait plaisir. Là, de toute façon, à moins de nous proposer une plus longue focale, comme je vous en parlais tout à l'heure, ou alors de carrément rajouter un module photo supplémentaire, ça va être compliqué de faire mieux. Il est sacrément excellent cet iPhone 14 Pro, et comme je vous le disais dans ma vidéo de test de l'année dernière, si moi je trouve que l'iPhone est vraiment génial pour faire des images, c'est pas juste en regardant le résultat et en le comparant à ce que sont capables de faire d'autres smartphones sous Android, et en se disant ouh là là, il y a un peu plus de contraste, il y a un peu moins de saturation, c'est mieux, c'est moins bien. C'est pas ça qui a le plus d'importance. Les smartphones aujourd'hui, les très haut de gamme, ils sont tous excellents et il n'y a pas que ça à prendre en compte. Dans l'équation, il faut aussi compter que les applications de montage vidéo, de retouche photo, elles sont largement plus nombreuses et meilleures sur iOS, mises à jour en priorité par les développeurs. Les réseaux sociaux, eux aussi, fonctionnent mieux. L'écran 120 Hz, encore plus lumineux que le 13 Pro de l'an passé et avec une calibration des couleurs parfaite, c'est tout simplement l'un des tout meilleurs écrans du marché. Et c'est tout ça qui donne envie de créer du contenu. C'est cet ensemble qui fait que l'iPhone 14 Pro reste facilement sur le podium des meilleurs smartphones pour faire de la photo et de la vidéo, même si sur le papier, oui, c'est pas le plus impressionnant. Moi, je vous l'ai déjà dit, en vacances, je prends de plus en plus souvent uniquement mon smartphone et ça me suffit. Pour du portrait, oui, on est encore loin de ce que font de gros boîtiers photo, parce que sur smartphone, on reste limité par des contraintes optiques, mais pour tous les autres types de photos, c'est suffisant et ça évite de transporter du matériel lourd partout avec soi. Bon, du coup, est-ce qu'il faut l'acheter, cet iPhone 14 Pro ? Eh bien, ça dépend de quoi vous partez. Moi, par exemple, j'ai un iPhone 12 Pro et je me suis sérieusement posé la question de le remplacer cette année. Mais finalement, non, je vais plutôt attendre l'iPhone 15
Et c'est globalement le conseil que je vous donne avec Apple et ses iPhones. Vous pouvez facilement les garder 3 ans avant de passer à un nouveau, à moins d'avoir largement les moyens et l'envie de vous faire plaisir avec le dernier modèle. Mais globalement, si vous avez les 12, 13, vous pouvez les garder et attendez de voir les vraies nouveautés de l'iPhone 15 qui lui devrait être vraiment différent. Sinon, si vous avez un iPhone plus ancien ou alors que vous venez d'Android par exemple, eh ben pourquoi pas un iPhone 14 Pro, hein, il est excellent, mais à vous de voir, réfléchissez bien si les nouveautés que je vous ai montrées, vous les jugez vraiment importantes, vraiment indispensables, parce que sinon un iPhone 13 Pro par exemple peut certainement faire l'affaire également. Là, sur ces 14 Pro et 14 Pro Max, on n'a pas de vraie évolution de l'autonomie par exemple, c'est comme l'an passé à quelques minutes près sur sa journée. Moi j'ai toujours tenu ma journée sans vraiment y faire attention, donc il n'y a pas du tout de souci, c'est une bonne autonomie sans être incroyable. Mais voilà, ça fait 1 mois que je l'utilise, c'est toujours mieux qu'après une semaine pour donner son avis sur l'autonomie. Mais voilà, c'est plutôt vraiment sur le très long terme qu'on en aura vraiment le cœur net. Faites comme vous le sentez, le mode Always On avec la façon dont Apple a choisi de le proposer, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? La gestion dynamique de l'encoche, plus cool qu'utile comme je vous l'ai dit. C'est vrai que c'est super sympa et agréable à utiliser. Les 48 millions de pixels, ils peuvent avoir un intérêt dans certaines circonstances, on peut en avoir envie. Et la caméra selfie qui est quand même sacrément améliorée pour ceux qui font énormément de contenu pour les réseaux sociaux par exemple, eh ben ça peut avoir son importance, c'est vrai. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des modèles d'iPhone 14 Pro de cette année, est-ce qu'ils vous intéressent, est-ce que vous pensez plutôt attendre l'année prochaine pour de vraies grosses nouveautés? Je suis curieux de savoir tout ça, et si vous avez envie d'acheter un iPhone 14 Pro ou un iPhone 13 Pro, tout en soutenant gratuitement la chaîne YouTube, eh ben je vous mets des liens d'achat juste en dessous en description de la vidéo par lesquels vous pouvez passer. Je vous en remercie. Vous pouvez aussi cliquer juste ici sur les vignettes pour voir d'autres de mes vidéos. J'espère que ce gros test vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!